l'écrivain Philippe Cadic n'a voyagé qu'une fois en dehors du continent américain pour participer en France en 1977 à une conférence sur la science-fiction, devenue culte. The subject of this speech is a topic which has been discovered recently and which may not exist at all. Ce romancier, qui ne quittait pour ainsi dire jamais sa maison de la banlieue californienne, a inventé des mondes extraordinaires, nourris de science, de philosophie et de religion. Les 45 romans et 120 nouvelles de cet écrivain disparu en 1982 le placent au niveau des plus grands, Kafka, Orwell ou Asimov. I may be talking about something that does not exist. Therefore, I'm free to say everything or nothing. Comme un personnage de ses romans, Philippe Cadic efface la frontière qui sépare le réel de l'imaginaire, le présent du futur. Au fil des pages surgissent de véritables visions, désastres écologiques, réalités artificielles, sociétés sous surveillance, robots destructeurs ou empathiques. Le cinéma s'est emparé de son œuvre en adaptant nombre de ses romans aux nouvelles, comme Blade Runner, Minority Report et Total Recall. L'œuvre de Philippe Cadic nous parle de nous, de notre présent et de notre futur. Comme beaucoup de monde, je suis devenu fan simplement en lisant un de ses livres. Si on en lit un, on veut tous les lire. Je me suis mis à écrémer les librairies de livres d'occasion de San Francisco et j'ai fini difficilement par trouver la plupart de ses romans et de ses recueils de nouvelles. J'ai tout lu et j'ai écrit un essai sur l'œuvre de Phil. Un jour, il m'a téléphoné à l'improviste. J'ai décroché et j'ai entendu « Salut, c'est Philippe Cadic ». Et il m'a dit combien il avait aimé mon texte. Je lui ai demandé si je pouvais le rencontrer. Je suis allé à Santa Ana, en Californie. Nous avons discuté de ses livres et de sa vie. Ce fut une conversation vraiment merveilleuse. I was never convinced that science fiction was of less value than high literature. In fact, in high school, I was working on a science fiction story, which I still have. So I was in a curious position. I had read science fiction since I was 12 years old and was really addicted to reading it. I mean, I just loved it. And I also was reading what the Berkeley intellectual community was reading, which would be like Proust, for example, and Joyce. So I occupied two worlds right there, which normally did not intersect. À l'époque où Phil Dick écrivait ses livres, la science-fiction était un sous-genre. Les gens écrivaient pour 1 ou 2 cents le mot. Phil aurait été content de toucher 2 cents le mot pour ses textes dans les années 50 et 60. Ces histoires étaient écrites sur du papier de mauvaise qualité. C'est pourquoi on les appelait pulp fiction. Les couvertures étaient scabreuses, avec des monstres aux yeux globuleux, attaquant de magnifiques femmes légèrement dévêtues. Et c'est là que Phil a trouvé un endroit pour ses pensées, ses sentiments sur le monde. I went from high school to a full-time job in a record store and radio shop. And working 6 days a week, I didn't get a chance to do much writing. I got married when I was 19. And I suddenly began to feel that science fiction was very important. I had a mysterious quality in the universe which could be dealt with in science fiction. I realize now that what I was sensing was a kind of a metaphysical world, you know, an invisible realm of things half seen, with supernatural powers. C'était le magasin de disques Tupper & Reed où il travaillait au début des années 1950. Un jour, il s'est immobilisé. Il a une sorte de crise de panique ou d'agoraphobie. Et c'est ce qu'il a décidé. Je dois écrire à plein temps. Il a laissé tomber la vente de disques, ça l'a poussé à écrire de la fiction. I mean, it's been a long road, but science fiction offered me a route by which I could publish
the kind of thing that I wanted to write. I was reading Martian Time Slip the other night. Now that is exactly what I wanted to write, the invasion of one person's world by another person's world. Phil s'est mis à écrire un très grand nombre de nouvelles de science-fiction. Il les envoyait encore et recevait toujours la même réponse, refusée, 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 sauf une. Je crois que Rook est la première nouvelle de science-fiction qu'il ait vendue. Rook, my first story, is a perfect example of what I was trying to do, and that was Jung's idea, not mine. I was showing each person with a different world, and the contents of that world consisting to a large degree of material from his own mind, in which he did not recognize as his own mind coming back at him from outside. Now this is an idea that never left me. Quand vous lisez l'œuvre de Philip Dick, vous vous apercevez qu'il répète les mêmes choses, roman après roman, avec des variations. Parfois c'est une valise qui parle comme un psychiatre, parfois le psychiatre est une machine à sous, parfois c'est la porte qui vous fait subir une thérapie brutale. La porte refusa de s'ouvrir et déclara « 5 cents, s'il vous plaît ». À nouveau, il chercha dans ses poches, plus de pièces, plus rien. Joe Cheap sortit un couteau en acier inoxydable du tiroir à côté de l'évier. Il s'en munit et entreprit systématiquement de démonter le verrou de sa porte insatiable. « Je vous poursuivrai en justice », dit la porte, tandis que tombait la première vis. Joe Cheap dit « N'ai jamais été poursuivi en justice par une porte, mais je ne pense pas que j'en mourrai. » Une bonne partie de son œuvre est vraiment, vraiment drôle. Il y a des choses hilarantes dans plusieurs romans de Philip K. Dick. Il n'a jamais cherché à être populaire, il n'a jamais cherché à écrire un best-seller. Il écrivait simplement ce qu'il voulait. Il aspirait à écrire de la littérature. Il a toujours essayé d'écrire de la fiction littéraire. Dans les années 50, il a écrit 11 romans littéraires qui n'ont jamais été publiés. Personne n'en voulait. When I purchased my first published story, somebody said to me, "Do you read that kind of stuff?" And I said, "Madam, I not only read it, I write it." And people would say to me, "Well, why don't you write something serious? Why do you write science fiction? Write something serious." By that they meant important. Nevertheless, I did as well as I could. I wrote the most profound, the most imaginative novel I could, and just floated it out into the world and hoped that eventually it would receive an audience. Phil a écrit une quarantaine de romans à peu près. 35 sont bons, voire excellents. 5 sont ratés. C'est plutôt un bon ratio. Well, they're rioting. It's barbarism come back again. If they smash up that infernal gun, then honor is satisfied and you needn't go. They won't smash the gun. Ce qui est déprimant dans la mauvaise science-fiction, c'est qu'elle montre un futur, qu'il soit dystopique ou apocalyptique, où on ne s'intéresse qu'à quelques personnages. Le méchant Big Brother et le protagoniste qui se bat contre l'ennemi. On ne s'intéresse jamais aux gens ordinaires et à la manière dont leur vie est bouleversée. Mais Philip K. Dick était différent. Il aimait observer la manière dont la vie de gens ordinaires basculait. Philip K. Dick didn't write horror. Philip K. Dick ne décrivait pas tant l'horreur que cette sinistre sensation que toutes nos certitudes sont bâties sur du sable. Stand upon sand. Phil Dick was not afraid. Phil Dick ne craignait pas d'explorer ses propres peurs. C'était un homme en proie à de vraies peurs. Il vivait comme un Américain moyen. Mais nous savons tous que cela ne vous protège pas de la sensation qu'un monstre est caché sous le lit, qu'il y a un monstre dans le placard.
Les plus grands auteurs de science-fiction, comme Ray Bradbury, Stephen King, Isaac Asimov, ont cette notion. Les choses vont trop bien. Mes angoisses sont aussi puissantes qu'une armée d'envahisseurs. Peut-on vraiment parler de réalité? Je crois que c'est le cœur du problème. Cela expliquerait cette sensation que j'ai de passer les mains à travers la matière. Par exemple, mon tableau de bord, comme ce matin. Cette impression très désagréable que rien autour de moi n'a de substance. Que j'habite un monde fantomatique. Vous savez, j'ai toujours dit qu'il écrivait des chefs-d'œuvre, mais que malheureusement sa vie était tout le contraire. Pour rester poli, sa vie était un fouillis, une succession de crises sans fin. Il pouvait retrouver ses livres, l'écriture pour s'évader, ce qui est un luxe. Avec le recul, je dirais qu'il ne correspond à aucun diagnostic, parce qu'il souffrait un peu de tout. Il était à la fois dépressif et très créatif. La nuit, en écrivant dans son appartement, il gardait le contrôle de son monde. Mais quand il en sortait et qu'il devait se confronter au quotidien, prendre le bus, aller au restaurant, il en était incapable. De toute évidence, il avait une tendance agoraphobe. Il pouvait rester cloîtré dans son appartement. Welcome to the jungle. Son appartement était son refuge. C'était la dernière forteresse de Phil Dick. Et il ne voulait pas en sortir. C'est une personne qui vit dans sa tête. C'est une personne qui s'est construit au fil des années un mécanisme de protection car elle ne comprend pas vraiment le monde extérieur. Et cette même personne se retire de la société. Elle observe la société, mais n'y participe pas. Il menait un combat permanent et pourtant était productif à cette époque. L'écriture était vraiment ce qui lui permettait de tenir. Un des romans qu'il a écrit très rapidement, d'après ce que je sais, est Le Dieu venu du Centaure, parce qu'il l'a écrit dans le taudis au fond de son jardin. Il a non seulement écrit l'histoire et tout le reste à la vitesse de l'éclair, mais il a aussi vécu des expériences, comme quand il a vu un œil gigantesque dans le ciel en rentrant chez lui. Il l'a intégré dans son roman. Il y incorporait donc toutes ces expériences. Je crois que c'est ainsi que Phil écrivait. Il laissait tout venir à lui. C'est pourquoi ses livres sont si captivants. Vous êtes à ses côtés quand il éprouve et découvre ce qu'il est en train d'écrire. Il imaginait un roman sans savoir où le livre allait le conduire. C'est pourquoi ses romans sont très déroutants. Au début des années 60, Phil était marié à Anne Dick. Anne avait 3 filles d'un précédent mariage. Les petites filles avaient l'âge de jouer aux poupées Barbie. Il les regardait jouer aux poupées et s'en inspirait pour décrire la manière dont les gens joueraient avec les poupées dans le monde futuriste du Dieu venu du Centaure. My
Les colons sur Mars utilisent des drogues pour se transporter dans une réalité virtuelle où ils vivent comme des poupées. Jouer avec des poupées permet aux colons de Mars d'échapper à leur vie misérable. Nous savons que Phil prenait toutes sortes de drogues illégales, mais surtout des amphétamines. Je crois que le mélange de drogues qu'il prenait, les médicaments et la vitamine C facilitait l'ouverture de son esprit. Il voyait ce qui se cachait derrière le monde réel. Je n'ai jamais pensé qu'il souffrait de dégâts cérébraux. Je n'ai constaté aucun symptôme de ce genre. Phil créait tout seul. Il n'avait pas besoin de LSD. I was being paid so little per book that I had to turn out a very large number of books. I turned out, I think, I published 16 novels in 5 years at one point, and I had an extremely expensive wife, extremely expensive children, and I just wrote like mad, and the only way I could write that much was to take amphetamines, and these were prescribed for me. I mean, I did 60 finished pages a day. I finally stopped taking them. This is not something that I used to say in the 60s when drug taking was more popular, like I used to talk like I was really into acid, but the fact of the matter is I took acid 2 times. Phil avait 43 ans. J'en avais 18, mais il me faisait penser à un petit chiot perdu, ce qu'il était. Il était fauché, seul, sans attache et à des centaines de kilomètres de San Francisco où il pensait passer toute sa vie. Phil et moi vivions l'un sur l'autre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Très vite, nous nous sommes retrouvés avec un bébé, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Franchement, c'était très difficile de vivre avec un homme qui ne quitte jamais la maison. Et comme il travaillait seul comme écrivain, il n'avait pas de collègues, il n'avait pas de contact. Il restait assis devant sa machine à écrire. Il n'y a que l'image télévisée, en fin de compte. L'illusion du petit écran est derrière. Règne un autre groupe. Un corps constitué. Mais constitué de quoi ? Et comment ses membres ont-ils acquis leur pouvoir? Depuis quand le possèdent-ils? Le saurons-nous jamais? Nous sommes parvenus tellement près de savoir tout ce qui se passe en vérité. La réalité derrière l'illusion, des secrets qui nous ont été cachés toute notre vie. Il était impossible à vivre, mais moi aussi. Je suppose que nous étions le couple idéal. Les femmes étaient importantes pour Phil. Il revenait vers elles, mais il choisissait toujours des femmes mourantes, très malades, abîmées. Vous savez, on appellerait ça le syndrome du sauveteur. Le sauveteur est entraîné pour sauver la personne qui se noie. Mais si vous résistez, il est aussi entraîné pour vous envoyer une droite et vous mettre KO. Phil était en un sens un sauveteur, mais on ne lui avait pas appris cette dernière étape quand la personne vous entraîne vers le fond. Je vais le mettre à côté de son père.
Voyons. Je vais trouver une bonne photo. Voilà, mettez une barbe à Edgar. C'est le portrait de Phil. Had been a Marine in the 5th U.S. Marines. And he came back, and then when I was a little kid, he used to show me his military equipment, including his gas mask. And his eyes would disappear, and his face would disappear. And he would tell me about the Battle of the Marne, the horrors that he went through. He would tell me about men with their guts blown out, and he was telling a little 4-year-old child what it was like to fight in World War I. Le temps d'un éclair, le visage de Ted Walton avait perdu tout caractère de familiarité. Il s'était mis à irradier une lueur glaciale, inhumaine, derrière laquelle grouillait une masse informe. Ses yeux s'étaient fait vagues, il s'était enfoncé, et un lustre antédiluvien était venu voiler ses prunelles. Du mari trentenaire, fatigué par sa journée de travail, l'espace d'une fraction de seconde, il n'était plus rien resté. Phil et moi voulions couper les liens avec nos anciens amis et nos familles. Les personnes qui nous entouraient étaient dysfonctionnelles. En particulier, Phil avait un problème avec sa mère, qui datait de sa petite enfance. Il avait le sentiment qu'elle lui reprochait la mort de sa sœur jumelle. Phil eut toute sa vie le sentiment qu'il n'existait qu'à moitié, qu'une partie de lui était morte et reposait déjà dans la tombe. Ce qui est intriguant, c'est qu'il savait qu'il y avait une tombe à flanc de montagne dans le Colorado qui lui était destinée. Parce que la tombe dans laquelle Jane a été enterrée en 1929 portait son nom à elle, et qu'à côté, il y avait la place pour le nom de Phil. Finalement, quand Phil est mort, il a été enterré avec sa sœur. It's a common theme in my writing that a dark-haired girl shows up at the door of the protagonist and tells him that his world is delusional, that there's something false about it. Well, this did finally happen to me. I even knew that her hair would be black. I had an actual complete sense of what she would look like and what she would say. Son petit visage en forme de cœur paraissait dur sous le voile de deuil que formaient ses cheveux noirs. Avec son étrange maquillage, elle ressemblait à un arlequin. Les yeux soulignés d'un trait noir et rouge à lèvres violet. Des couleurs qui lui donnaient l'air irréel d'une poupée cachée derrière ce masque qu'elle s'était composé. Dans son esprit, elle était la fille aux cheveux noirs. Phil, tout au long de sa vie, a cherché celle qu'il appelait la fille aux cheveux noirs. Si vous regardez les femmes de sa vie, elles étaient du même type. Elles ressemblaient à ce qu'il imaginait que sa sœur serait devenue. Donc il a cherché Jane toute sa vie, il recherchait cette sœur perdue, ce vide dans sa vie. Et cela a dû le rendre instinctivement seul. Dans certains romans, elle s'appelle Rachel. Dans d'autres romans, elle porte différents noms, mais c'est le même modèle, le même gabarit, la même femme. Ma sœur est tout pour moi. Je suis damné d'être séparé d'elle et avec elle par une oscillation. Je l'ai parfois à l'intérieur de moi et souvent à l'extérieur de moi, mais je l'ai perdue. She did appear, she was a total stranger, and she did inform me of this fact, that some of my fictional works were in a literal sense true. 2 ou 3 fois, je l'ai questionné au sujet de sa famille, son enfance, son éducation. Et j'ai obtenu quelques trucs. Sa mère était communiste, il vivait à Berkeley. Mais à un certain point, il s'arrêtait comme pour dire « Je n'en dirai pas plus ». C'était très clair.
Il mettait des barrières dans certains domaines. Et dans d'autres, il s'excitait et devenait comme fou. C'est un peu comme avec un Rubik's Cube, on ne fait que retourner les faces. We are living in a computer-programmed reality, and the only clue we have to it is when some variable is changed and some alteration in our reality occurs. We would have the overwhelming impression that we were reliving the present. Time and time again in Phil's writing. Très souvent dans les livres de Phil, vous avez ces simulacres. Quelqu'un découvre qu'il est une machine, ou bien on ignore que quelqu'un est une machine. Il y a cette séquence classique dans Glissement de temps sur Mars, où l'un des personnages parle au directeur de la mine où il travaille et réalise brusquement que cet homme pourrait être une machine, qu'il pourrait presque voir les rouages. Cela vient d'un incident survenu dans l'enfance de Phil, où il a soudainement pensé que l'un de ses professeurs était un automate. I was looking at her one day, and she was rattling away in this high-pitched, clackety-clack, shrill voice. And suddenly I had the impression that she was not a human being, but a mechanical creature, and that all of a sudden her head would fall off and the spring would be visible. And once the idea got into my mind, I couldn't get rid of it. Who are you? Qui êtes-vous? What is the essence? Quelle est votre essence? At least a dozen Au moins une douzaine de romans de Philip K. Dick traitent de cette question. Quelles sont les frontières de l'individu? En fait, cet androïde a une peau en silicone et un mécanisme pour les expressions du visage. Et nous avons aussi un logiciel très spécial qui contrôle le mouvement des lèvres. Qu'est-ce qu'être humain? Est-ce l'empathie qui fait de nous des humains? Dans son roman, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Ceux qui tuent les androïdes sont en fait bien moins humains que les androïdes, parce qu'ils ne montrent pas d'empathie. Dans ses romans, les androïdes ont plus d'âme que certains humains. Ces androïdes n'étaient pas, au sens littéral, mécaniques. Dans ses romans, la plupart d'entre eux étaient organiques, comme dans Blade Runner, qui est tiré du roman « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» Blade Runner n'est pas un film sur les androïdes, pas du tout. Pas du tout. Cela parle de nous, et c'est tellement brillant. Regardons-nous en tant qu'espèce humaine, et qui croyez-vous être? Vous croyez malin, adorable, tellement brillant? Et quelle est la partie la plus laide de votre corps? C'est le cerveau. C'est là, dans le cerveau, que nous sommes humains. Le cœur, oui, le cœur, ok. L'estomac, oui, oui. Le sexe, oui. Le roi du sexe. Mais l'esprit, c'est là que nous sommes extrêmement bêtes ou extrêmement intéressants. La projection en 3 dimensions était vraiment convaincante. C'était à s'y méprendre. Mais était-ce bien un décor? Comment en être sûr? Bon sang, docteur, vous vous rendez compte que ce monde tout entier n'est peut-être qu'une exposition? Que vous-même et tous les individus qui le peuplent ne sont peut-être pas réels? De simples répliques. La production l'a emmené à Los Angeles et il est venu sur le plateau. Il a été estomaqué par le décor. Ils lui ont montré des rushs du film et il a dit « C'est fantastique, on dirait des images tirées de mon cerveau » ou quelque chose comme ça. Je me demande comment il aurait vécu le succès.
Il a eu son attaque un peu avant la première de Blade Runner. Il devait venir en limousine avec Harrison Ford ce soir-là. Quand on parle du destin, Phil n'était pas un écrivain normal, de ceux qui recherchent gloire et fortune. Il n'était pas comme ça. Il écrivait pour différentes raisons, pour trouver un équilibre dans sa vie. Je ne peux qu'imaginer s'il avait survécu, comment il aurait géré la gloire. La vision dystopique du monde de Philip Dick, d'une société où la technologie n'est ni positive ni joyeuse, a inspiré de nombreux films après sa mort. Blade Runner, qui est une adaptation officielle d'un roman de Philip K. Dick, a inspiré beaucoup d'autres films tech noirs, comme on dit, comme Terminator ou Matrix, où la technologie est considérée comme une force obscure qu'il faut combattre. Beaucoup de films hollywoodiens sont sortis depuis les années 1980 qui dessinent cette technologie sombre. Cela contraste avec la présentation joyeuse et optimiste de la technologie qui existait au moment où Philip K. Dick écrivait. Il était un dissident dans un monde d'utopie technologique. America's first attempt to launch a satellite, a 6.5-inch sphere weighing just over 3 pounds, was checked out by scientists and declared ready. A great wave of advanced publicity focused attention at Cape Canaveral, Florida, for the launching of Test Vehicle 3 of Project Vanguard. Si vous regardez la littérature et la télévision de ces années-là, vous verrez que l'on célébrait le triomphe de la technologie film après film. Phil n'avait rien à voir avec ça. Ce n'était pas son monde. Quelque chose s'était détraqué dans le système automatique de défense spatiale et le cycle de réaction se déroulait et personne ne pouvait y mettre fin. C'était la guerre et la mort, bien sûr, mais c'était par erreur. Il y manquait l'intention. Il ne sentait aucune hostilité au-dessus de lui. Les forces, là-haut, agissaient sans mobile, sans idée de vengeance. Elles étaient creuses, vides, absolument froide. Ce n'était pas de la politique, c'était une panne, un échec, un hasard. Le terme science-fiction n'est pas approprié. Nous devrions dire histoire spéculative, parce que nous sommes obsédés par l'idée que l'histoire aurait pu être différente, et nous la projetons dans le futur. Ce devrait être des spéculations sur nous-mêmes, notre grande histoire, et comment cela nous transforme en tant que peuple, en tant qu'espèce ou en tant qu'individu. Philip K. Dick excellait dans ce domaine. Il explorait toujours les alternatives. Et si cela s'était passé autrement? Et si les nazis et les Japonais avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, par exemple, comme dans son célèbre livre « Le maître du haut château ». Un des romans les plus célèbres de Philip K. Dick, et celui qui a eu le plus de succès de son vivant, est « Le maître du haut château ». Aujourd'hui, en 2014, nous sommes habitués aux mondes alternatifs, aux histoires alternatives où quelque chose se passe et tout change. Et nous nous retrouvons dans un univers différent. Mais à l'époque où il a écrit ce roman, au début des années 60, c'était beaucoup plus rare. La période où il écrivait, entre le début des années 50 et le début des années 80, est la grande époque de domination américaine sur le monde, une domination incontestée. We're going to be true to our destiny of being the great defender of freedom in these dangerous times. Then the United States must build its strength. We are a great country, but I believe that we can be a greater country. Phil Dick montrait les États-Unis comme un pays vaincu. Mais pas comme dans ces occupations imaginaires, où les résistants combattent toujours les méchants occupants. C'est ce que nous aimons à penser, en tout cas, que si les nazis, les communistes ou les robots prennent le pouvoir, il y aura toujours quelqu'un pour les combattre. Dans le monde de Philip Dick, il n'y a pas de résistants.
Ce gouvernement Goebbels finira peut-être par tomber, se disait-il, au moment où on le faisait monter dans la conduite intérieure d'Himmler de l'état-major SS. Quelle importance. Même si le docteur Goebbels est déposé et l'opération Pissenlit annulée, ils existeraient toujours, les chemises noires, les membres du parti, leurs projets. Si ce n'était pas en Orient, ce serait quelque part ailleurs, sur Mars et Vénus. Nous pouvons seulement espérer et essayer. Nous n'avons pas le monde idéal, tel que nous voudrions l'avoir, un monde où il est facile de savoir ce qui est moral parce qu'on peut reconnaître ce qui est évident. Il voulait montrer que ce qu'ont fait les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale n'était pas unique, que cela pouvait arriver n'importe où, n'importe quand, et plus particulièrement aux États-Unis, après l'assassinat du président Kennedy. Phil était un être humain très empathique. Et contrairement à la plupart de nous, quand survenait un événement tragique, il réagissait très fortement. Il avait compris l'impact de l'assassinat de Kennedy, de celui de Sadat. Il réalisait que le sang allait couler. Anti-war demonstrators protest U.S. involvement in the Vietnam War, in mass marches, rallies, and demonstrations. Central Park is the starting point for the parade to the UN building. The estimated 125,000 Manhattan marchers include students, housewives, beatnik poets, doctors, businessmen, teachers, priests, and nuns. Phil était opposé aux opérations en Corée et au Vietnam. On les appelait des opérations de police parce que ce n'étaient pas des guerres officielles, mais c'était des guerres. C'était l'enfer. Il a signé une pétition dans Ramparts Magazine où il promettait de ne pas payer d'impôts jusqu'à ce que nos troupes se retirent du Vietnam. C'est peut-être pour cela qu'il a attiré l'attention de certaines autorités qui ne l'aimaient pas beaucoup. Anybody like me who grew up and was part of the Berkeley counterculture became a marked man during the Nixon administration. It is impossible to tell how much of our fears were justified. Ne pas gober les slogans, les partis organisés, les croyances et le sacrifice, ce peut être en soi une croyance digne du sacrifice de soi. Je pensais être sans credo, mais je me rends compte à présent que j'ai au contraire de très fortes convictions. Philip Dick n'était pas un activiste comme ceux qui descendent dans les rues et manifestent. Philip Dick était très conscient des injustices en Amérique. Il faisait ce qu'il pouvait comme romancier qui écrivait tout seul dans sa petite pièce. Il vitupérait tout en écrivant ses romans, ses histoires. Police once told me that I was a crusader and they had no use for crusaders. But unfortunately, they didn't tell me what I was crusading for. I was afraid to ask what it was I was a crusader for. And they told me that if I did not get out of the county, I would be shot in the back or worse some night. And I merely took their advice. I left the United States and went to Canada for a while. But I never found out what I was crusading for. It may have had something to do with my writing. Je ne crois pas qu'il était vraiment paranoïaque. Mais il était très soupçonneux, il ne faisait pas confiance au gouvernement. Il avait vécu une descente de police avec les Black Panthers à Oakland, je crois. Il était du côté de l'extrême gauche, contre la guerre. Il avait donc des raisons concrètes de ne pas être en bon terme avec le gouvernement. À une époque, Phil et moi avions une affiche qui disait « Ce n'est pas parce que je suis paranoïaque que vous ne voulez pas ma peau ». C'est assez juste, dans un sens. Il suffit de lire ses romans. Il y a toujours quelqu'un qui est pris au piège. Toutes sortes de machinations manipulent cette personne qui ne contrôle plus rien. My house was broken into, my files were blown open, my papers were stolen. I've seen my CIA file, I've seen my FBI file. Sauf que dans la maison, il y aura les holocaméras. Et qu'en consultant les tambours de stockage, je saurai rapidement à quoi m'en tenir sur les activités de chacun. Je saurai ce qu'ils font
quand et même probablement pourquoi. Y compris en ce qui me concerne, je pourrais observer toutes les chambres 24 heures sur 24. Make sure they don't have a closed-circuit TV surveillance system. You'll find cameras are usually located over each entrance. You'll find them in other areas too, like where expensive articles are on display. Dans ses romans, Phil semblait nous alerter des dangers de la surveillance d'État, comment l'État nous contrôle de plus en plus, comment nous sommes observés tout le temps. Phil nous alertait. Et la question est, savait-il qu'il nous avertissait ou était-il une sorte d'oracle ? In my recent novel, A Scanner Darkly, a narcotics agent winds up reporting on himself, turning over information on himself to his higher-ups. Philip Dick nous présentait un monde dans lequel toutes les figures de l'autorité nous mentent à longueur de temps. On le voit dans tous ses romans, dans toutes ses histoires. Je crois qu'il essayait de nous mettre en garde, assis dans sa petite pièce, tapant à la machine, il nous met en garde, il nous envoie un message. Peut-être qu'il prédit notre futur comme en Yi King et nous dit « Les gars, ne faites pas ça ». Si Philip Dick était vivant et écrivait aujourd'hui, je pense qu'il serait épouvanté de voir combien le futur qu'il a imaginé s'est réalisé, que ce soit la société de surveillance ou les catastrophes écologiques. Dans son roman « La vérité avant-dernière », il imagine un monde dans lequel l'humanité vit sous terre. On a dit à l'humanité qu'une guerre atomique avait éclaté. Les gens sont maintenus sous terre pour servir de robots, non pas comme soldats. La guerre s'est terminée après une courte bataille, mais en fait comme des robots au service de l'élite, qui vit à la surface dans de grandes propriétés foncières. Parce que le monde n'est pas réellement contaminé, c'est un mensonge. Le grand mensonge, c'est qu'une guerre atomique a éclaté, que la surface de la Terre n'est plus qu'un tas de cendres et que tout le monde doit se cacher et vivre sous terre. C'est comme le mensonge de la guerre en Irak, ce grand mensonge et tous les mensonges dont notre gouvernement et les autres gouvernements du monde nous abreuvent continuellement jusqu'à aujourd'hui. The gravity of this moment is matched by the gravity of the threat that Iraq's weapons of mass destruction pose to the world. Un jour, se dit-il, il fera si chaud que tout fondra comme du beurre. Il se rappelait le jour où sa collection de 33 tours s'était liquéfiée en un bloc compact. C'était juste au début du siècle, à la suite d'une panne du système de réfrigération. Et au même moment, chaque perroquet, chaque oiseau Ming vénusien de l'immeuble était tombé raide mort. Vous et moi, on peut se réveiller et se dire « Waouh, c'était un rêve complètement fou !» ou un mauvais rêve. Je ne suis pas sûr que Phil faisait toujours la différence entre le rêve et l'état de veille. Ce qui terrifierait n'importe qui, vous ou moi. Vous ne savez pas si vous rêvez ou si c'est la réalité. Look at me. Look at me. Positive for Howard Marks. Mr. Marks, by mandate of the District of Columbia Pre-Crime Division, I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Dubin that was to take place today, April 22nd, at 0800 hours, 4 minutes. No, I didn't do anything. Sarah! Give the man his hat. In Minority Report, Dans Minority Report, le gouvernement dispose de 3 mutants précognitifs qui ont des visions de violences commises dans le futur et disent « Cet individu va commettre un crime ». Alors on envoie la police qui empêche le crime de se produire.
La prédiction de crime peut-elle devenir aussi précise dans la vie réelle que Philip K. Dick l'a décrit? Il existe un programme nommé PredPol, police prédictive, où les services de police analysent les statistiques dans les quartiers et les déplacements pour anticiper un crime. Ce système a déjà fait ses preuves dans beaucoup de villes. Selon lui, certaines conditions sociales, mêlées à d'autres facteurs, signifient qu'il faut envoyer des renforts de police dans tel quartier ce week-end. Et cela a plutôt bien marché. En mettant en œuvre ce système de police prédictive ces 12 dernières semaines, j'ai constaté un net déclin des crimes contre les biens. Ça m'a démontré que la police prédictive était efficace et qu'il suffit de concentrer nos effectifs de police dans ces zones spécifiques. Je suis persuadé que cette technologie qui vise à la diminution de la criminalité est vraiment l'avenir. Mon Dieu, ma vie, à savoir mes expériences de février-mars 1974, ressemble en tout point à l'intrigue d'une dizaine de romans ou de nouvelles que j'ai écrits. Jusqu'aux faux souvenirs, à la fausse identité. Je suis un personnage de Philip K. Dick. Bon sang. Mais c'est un mélange de l'imposteur, du temps désarticulé, et de Au bout du labyrinthe, et peut-être Ubik, tant que j'y suis. Valis, par l'intermédiaire de Phil, en utilisant Phil comme vecteur, nous avertissait des conséquences de nos actes. Ce qui ferait de Phil un prophète, précisément un prophète qui télécharge des informations venues d'ailleurs pour indiquer à l'humanité le chemin qu'elle ne devrait pas suivre. La dernière chose dont il m'est parlé, c'était de ce fusil psychoneutronique qui allait sauver le monde, que les scientifiques allaient tous se réunir et qu'il serait invité à Amsterdam. Il était convaincant et j'ai pensé, je parie que si j'ouvre son sac, je vais trouver un billet pour Amsterdam où il ira la semaine prochaine. People claim to remember past lives. I claim to remember a different, very different present life. I know of no one who has ever made this claim before, but I rather suspect that my experience is not unique. What perhaps is unique is the fact that I'm willing to talk about it. Phil était fasciné par l'idée du temps orthogonal. En d'autres termes, un temps qui s'écoule perpendiculairement. Disons que nous sommes sur une ligne et que ce temps s'écoule perpendiculairement au nôtre. À un certain point, ils se croisent, ils se chevauchent juste un court instant, et il a apparemment éprouvé quelque chose comme ça, un contact avec des gens dans une autre temporalité. Ils prétendaient venir de notre futur, essayant de réparer quelque chose qui s'était produit dans leur passé. Peut-être était-il lucide. Il était littéralement lucide, dans le sens où il voyait à travers le monde réel une autre réalité. Et percevoir cette autre réalité, cela a pu le rendre légèrement fou. Mais si vous perceviez le monde tel qu'il le percevait, ne deviendriez-vous pas ce que nous appelons fou? Parfois, je me demandais s'il testait une nouvelle intrigue sur moi. Ou peut-être est-il vraiment fou. Je n'ai jamais vraiment su. Je devais toujours me méfier. At that time, I had no idea what I was seeing. It resembled nothing that I had ever heard described. It resembled plasmic energy. It had colors,
It moved fast. It collected and then dispersed. Phil était convaincu que cette voix dans sa tête, cette manifestation qui l'avait accompagné toute sa vie, avait fini par pleinement se manifester lors de ce qu'il appelait ses expériences 2, 3, 74. Il a appelé Valis, il appelait aussi intelligence artificielle, il l'appelait Sophia et lui donnait plusieurs noms. In 74, there came upon me at the trough of my life, at the point where I saw nothing but inexplicable suffering. There came to me the beatific vision, which calmed all my sense of horror at the world. The divine power that I perceived as master of this world was either cruel, wanton, blind, insensible, destructive, or evil. Je crois qu'il m'a appelé le soir. Il devait être 7 ou 8 heures. Il disait qu'on l'interviewait et que ses yeux, sa vision baissait. Et celui qui l'interviewait lui disait « Vous ne voulez pas voir la vérité, vous ne voulez pas voir ceci, cela, quel que soit leur sujet de discussion. » Et je lui ai dit « Phil, tu dois aller aux urgences. Tu ne dois pas intellectualiser, il faut s'en occuper très sérieusement. » Et il m'a juré qu'il irait. Tessa a été le témoin des expériences extraordinaires de Phil. Tessa a entendu la radio s'allumer alors qu'elle était débranchée. Il est possible que Tessa ait elle aussi halluciné, mais si Tessa et Phil avaient tous deux des hallucinations, on est vraiment là dans une folie à deux. C'était la dernière preuve qui m'a convaincu que tout cela avait réellement lieu. Je suis l'infinité du vide, et tu me connais tel que je suis. Acceptes-tu le fait que là où est l'infini, je suis, et que là où je suis est l'infini? Oui, ai-je répondu. Alors Dieu dit, et puisque tes hypothèses sont en nombre infini, c'est aussi là que je suis. Un des éléments de preuve précis de la précognition de Phil est une lettre que Phil a écrite je vais confirmer la date, le 9 mai 1974. Dans une note de bas de page, il a écrit « Je suis resté debout jusqu'à 5 heures du matin la nuit dernière. J'ai fait ce que je n'avais jamais fait auparavant, j'ai ordonné à l'entité de se montrer à moi. J'étais dans un état de rêve, puis parmi une série d'images hypnagogiques, une scène horrifiante, inerte mais pas figée, est apparue. Un homme était étendu là, mort, face contre terre, dans un salon, entre la table basse et le canapé. Et c'est comme ça qu'on l'a trouvé, le jour où les infirmiers l'ont emmené à l'hôpital, où il est mort. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Il se souvenait du futur. Je ne suis pas allé très souvent à l'hôpital, mais quand j'ai appris le lendemain qu'il avait eu une attaque, j'ai pris ma voiture et j'y suis allé. Je ne savais pas au juste ce que je pourrais faire, mais je devais y aller. C'était douloureux. Regarder un géant qui s'est écroulé. Et le lit d'hôpital, les tubes, les câbles, les bips des machines. Ce n'est pas toi, Phil. Où est le vrai Phil? Ce qui me peine le plus, c'est qu'il était incapable de parler et qu'il voulait me dire quelque chose. J'ai apporté un stylo et un bloc de papier, et son bras droit était pris dans une attelle. Je n'ai aucune idée de ce qu'il voulait me dire, mais il voulait vraiment dire quelque chose. Gardez-vous d'oublier que nous ne sommes que des créatures issues de la poussière. Oui, c'est peu comme encouragement. Mais cela dit, et compte tenu d'un mauvais départ, les choses pourraient être pires.
Aussi je suis persuadé en ce qui me concerne que même dans une situation aussi pourrie, nous saurons nous en tirer.